Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire. Bon, hebdomadaire après une petite pause d'une semaine, hein, un peu de fatigue due au travail et d'autres projets que j'avais en cours à côté. Vous verrez ça à la rentrée, il y aura quelques vidéos d'annonces sur le futur un peu de la chaîne et comment on va évoluer dans le concept. Retour du coup de RBI avec un programme entre guillemets assez chargé quand même. On va parler un peu de Little League, on va parler de la course au playoff en MLB, toujours le point KBO-NPB sur la rubrique internationale. Et le petit débat à la fin, programme assez léger, on va pas parler de baseball français, je vous le dis tout de suite aujourd'hui, parce que je veux attendre la fin du week-end, donc je veux attendre la semaine prochaine pour pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Étant donné que c'est la fin des demi-finales de playoff et des premiers tours de playdown ce week-end et que je ne veux pas forcément trop abuser et je préfère convenir qu'on en parle un peu plus tard. Du coup, on va pouvoir commencer tranquillement, directement. On rentre directement dans le bain, ça c'est la bonne nouvelle. On va parler un peu de la World Series, de la Little League World Series. Donc pour ceux qui ne savent pas, la World Series, la Little League World Series, c'est le un peu championnat du monde organisé par la MLB pour les moins de 12 ans, pour les jeunes joueurs, hein, très jeunes joueurs. C'est fini ce 27 août, donc à Williamsport. Williamsport, c'est le nom du terrain. Voilà, c'est fini sur une victoire des États-Unis avec California, enfin l'équipe ouest de la région ouest. L'équipe de Californie qui l'emporte. En finale face à Curaçao, donc le représentant des Caraïbes. Curaçao qui appartient donc aux Pays-Bas. C'est deux équipes en plus qui sortaient du lower bracket, donc qui avaient déjà perdu une game au moment dans la compétition, mais qui se sont bien rattrapés tous les deux en défaisant dans leurs demi-finales respectives leurs représentants, les représentants qu'ils avaient battus déjà la première fois. Bon, bravo pour la Californie, les États-Unis qui continuent de dominer, hein. C'est entre guillemets assez classique. La troisième place, elle a été gagnée 10-0 par Taïwan face au Texas, de la région Southwest. On peut noter que Taïwan, notamment, on peut noter chez Taïwan un de leurs lanceurs, Fan Chenjun, que vous voyez ici, qui littéralement a moins de 12 ans, donc, lance 80 miles par heure. Quand on connaît le passif de triche de Taïwan dans cette compétition, on peut se demander pourquoi, voilà, on peut se demander un peu pourquoi ça nous semble un peu étrange. Parce que oui, on sait que dans Little League, il y a un passif comment dire, de triche. Et voir ça, question, est-ce qu'il a, déjà qu'il était plus grand que les autres, est-ce qu'il, alors soit il est beaucoup plus grand que les autres, c'est normal, soit est-ce qu'il n'y aurait pas un petit passé, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite triche sur son âge? Possible, il lançait quand même une perfect game, enfin, je crois qu'il prend pas il prend pas un seul, je crois qu'il prend pas un seul point dans l'ensemble de la compétition, ce qui est assez impressionnant quand même pour un lanceur, un truc comme ça. Parce que vraiment, hein, il lançait très très fort. Mais ouais, ça pose des questions. On peut parler aussi un peu, on va parler un peu de nos Français, hein. On avait une équipe française représentée, c'était la team du sud de la France, la team PACA. Il me semble qu'il s'est fait éliminer au régional, comment dire, aux qualifications régionales Europe-Afrique par la, bah, ils sont fait éliminer, je crois, par la République tchèque d'ailleurs, qui est allé eux, au World Series, pour se faire sortir 6-0 au premier match face à Taïwan, 4-0, 3-0 au deuxième match face au Canada. Donc ouais, l'Europe ne brille pas en Little League, malheureusement. Espérons que ça change dans le futur, qu'on puisse un peu ramener de bons résultats, parce que c'est dommage de se voir écrasé à chaque fois par les Asiatiques, par l'Amérique du Nord, par l'Amérique latine, etc. Allez, on va parler un peu de la course au playoff MLB. Discussion, parce que la course, clairement, au playoff est activée. La course pour les spots wildcard sont en pleine. La course, ouais, elle fait rage actuellement, la course au wildcard spot. Au spot wildcard pour avoir accès. On va aller ligue par ligue, ce sera plus simple, comme ça on va expliquer un peu ce qui se passe. En American League, pour l'instant, il y a trois équipes vraiment qui se battent pour deux spots.
Ouais, littéralement. C'est bon, deux équipes de la Ligue Sud, non, Ouest, Ouest, il me semble, ouais, c'est Ouest. L'American League West, Houston et Texas, et Astros et Texas Rangers, et du coup une équipe l'American League East, les Blue Jays et Toronto Blue Jays. C'est simple, hein, c'est trois équipes qui ont bon, des destins un peu différents, on va dire. Houston, ils sont en pleine forme. Ça se voit, hein, 6-4 6-4 sur les derniers matchs. 7-3 même, si on veut. Hier, enfin, ils sont sur une très bonne dynamique. Ils ont récupéré tous leurs joueurs blessés. Le retour de Jordan Alvarez, le retour de José Altuve, qui fait beaucoup de bien. J'ai l'impression, vu qu'ils sont ils sont en pleine montée actuellement, en chasse derrière Seattle. Mais voilà, ils sont en pleine forme et voilà, il y a l'impression de revenir à l'année dernière où ils sont vraiment super dominants. Et ça fait plaisir de voir Houston en pleine forme comme ça. Pour moi, s'ils continuent sur cette forme-là, qu'ils ont plus toutes les blessures qu'ils ont, ces playoffs assurés un peu, hein, parce que actuellement leur forme et leur niveau de jeu devraient leur assurer cela normalement sans trop de problèmes, j'espère. Donc ouais, pour moi Houston clairement en très bonne forme. On peut pas dire la même chose de Texas pour l'instant, qui littéralement ils ont fait un super début de saison, mais ils sont en train de s'effondrer. Voilà, ils sont en train de s'effondrer, 3-7 sur les 10 derniers matchs. C'est une catastrophe. Le Texas est en train de s'effondrer. Ils perdent beaucoup de matchs, ne serait-ce que à cause de leur releveur. Ils avaient une mission à la trade deadline, on l'avait dit dans les émissions précédentes. C'était acheter du lanceur, aller chercher du releveur, etc. Le problème, c'est que en fait, ils sont en train de perdre leur game à cause de leur releveur qui n'assure pas. Et en fait, c'est en train doucement de s'effondrer et leur trade deadline n'a pas été efficace. Même s'ils sont allés chercher Max Scherzer et d'autres joueurs, Haroldis Chapman, etc., même s'ils ont été très actifs, c'est pas suffisant et ça se voit. Ils sont en pleine chute libre et ça sent pas bon pour Texas actuellement. Surtout que derrière, c'est une équipe qui est aussi solide, mais qui est fébrile. Une équipe qui est censée être solide sur le papier, qui est capable du meilleur comme du pire, en fait. C'est vraiment ça. La saison des Toronto Blue Jays, en tant que supporter des Blue Jays, ça me fait mal à dire, mais euh, la saison des Blue Jays, c'est ça. C'est une équipe qui est fébrile, parce que c'est une équipe qui est capable du meilleur, de faire des super games, notamment en début de saison, mais d'être capable du pire, c'est-à-dire ne pas réussir à frapper la balle. Parce qu'en fait, on peut même pas critiquer leur pitching. L'année dernière, on peut critiquer un peu les lanceurs. Le fait que justement, ils étaient pas très bons. Mais cette année, on est peut-être c'est le meilleur pitching que les Blue Jays ont eu depuis très longtemps. Gaussman est toujours aussi bon. Hyunjin Ryu est revenu et il est solide même malgré sa blessure, il reste, il fait des super bons innings. Chris Bassett, on le savait. José Berrios est en train de revenir à une forme extraordinaire. Pareil pour Yusei Kikuchi. Alek Manoah peut toujours ressortir du placard et malgré son début de saison très compliqué, il est capable de donner des manches correctes et des manches très très bonnes à l'équipe. Vraiment, leurs lanceurs sont excellents. Par contre, l'un de leurs points forts sur les dernières années, qui était leur attaque de feu, etc., on a rajouté des grands noms, on a des grands noms, Springer, Guerrero, Bichette, même Dalton Varsho, même Kevin Kiermaier, Matt Chapman, etc. T'as des grands noms, mais l'attaque est catastrophique. L'attaque est catastrophique. Ils sont 26e de la ligue sur 30 en nombre de coureurs laissés sur base. Ils n'arrivent pas à marquer des points. Les décisions du manager sont catastrophiques. Euh, ils ont comment dire, ils ont un staff, un stratégiste, enfin un frappeur, comment dire, pour la frappe, leur stratégiste pour la frappe au bâton, qui préfère tweeter sur Biden 4 minutes avant un play ball que de trouver une vraie stratégie face aux lanceurs adverses. Enfin, c'est un peu grave quand même. Et le staff est mauvais, ils ont des mauvaises prises de décision, ils n'arrivent pas à s'adapter aux lanceurs. Vraiment, pour moi, le problème, ça vient de l'attaque, et ça vient pas forcément des joueurs, même si on a vu Vladimir Guerrero en grande difficulté cette année. Le problème, il vient qu'il n'y a pas de stratégie à la frappe. Et c'est un énorme problème pour les Blue Jays. Alors, je pense qu'ils sont capables de relever la tête, j'en suis convaincu. Mais va falloir bosser, parce que là, c'est pas possible et c'est pas suffisant pour une équipe qui a mis tant d'argent et qui est censée être une équipe qui est contender pour la World Series. Là, ils galèrent quand même
à rentrer dans les playoffs. Ce qui est un peu grave quand même. Ouais. Donc ouais, ouais, la course en American League, elle est serrée. Si je devais donner un prono, je pense que ça va être les Astros et les Blue Jays. Les Rangers, pour moi, vont s'effondrer. Ils vont rater les playoffs. Mais après, je pense que ce sera que partie remise. Parce qu'ils ont quelques jeunes joueurs qui débarquent et qui vont pouvoir ramener aussi ça. Ce sera partie remise pour l'année prochaine. Pour moi, Toronto et Houston passent. C'est assez évident et on verra la suite. Allez, on passe à la National League. Un peu plus serré. Un peu plus serré parce qu'en fait, à la différence de l'American League où tu avais deux postes pour trois, là on est plus sur quatre équipes pour une place. Vous vous laissez pas avoir comment dire, par le petit, par les deux là. C'est normal, c'est parce qu'ils sont égalité. Mais il n'y a qu'une seule place pour les deux. Et on va passer un peu équipe par équipe pour voir ça. Tout d'abord, on a les San Francisco Giants. Euh, Ils stagnent un peu ces derniers temps, faut le dire. Ça stagne un peu, 5-5 sur les 10 derniers matchs. Mais ils avaient eu un début de saison difficile et ils sont en train de bien se reprendre, faut le dire. C'est plutôt positif. En tout cas, il y a du positif depuis le début de la saison. Et voilà, ils sont en train de se battre toujours pour ce wildcard spot. C'est compliqué pour les Giants de se qualifier en playoff chaque année. Ils n'ont pas un effectif non plus extraordinaire. Mais un effectif qui est solide et qui ramène pas mal de bonnes choses. Les deux équipes qui sont en train de d'avoir très très mal, c'est les Reds et les Diamondbacks. C'est plutôt les Reds et les Marlins. Faut dire que pour les Reds, ils ont fait un super début de saison. Excellent début de saison, un truc. On se demandait même s'ils allaient être acheteurs à la deadline, à la trade deadline. Malheureusement, voilà, ils sont en train de s'effondrer doucement. 4-6. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Euh, Et quand tu regardes, bon, les Diamondbacks, pareil, ils se sont un peu effondrés malgré leur début de saison extraordinaire, mais doucement, ils sont en train de remonter la pente. Ils sont en train doucement de remonter la pente, 6-4 sur les 10 derniers matchs, ils se replacent. Ils ont retrouvé leur rythme qu'ils avaient au début de la saison. Maintenant, voilà, ils ont quand même pris un gros step back, hein. Je rappelle quand même qu'ils étaient devant les Dodgers dans leur ligue, et que là, bah, du coup, ils le sont plus du tout. L'autre équipe, par contre, avec les Reds qui sont en train de s'écrouler, c'est les Marlins. C'est un effondrement total. Là, ils en gagnent deux d'affilée, mais c'était une très mauvaise série ces derniers temps. Un super début de saison, un début de saison canon, où ils étaient portés par un Luis Arraez, qui est d'ailleurs toujours le meilleur frappeur en hit et en average de la MLB, hein. On part sur un mec qui était pas loin des 400 d'average, hein, quand même. Mais depuis le All-Star Game, c'est une catastrophe. Ils sont en train de fondre comme neige au soleil, et je les vois pas, comment dire, relever la pente pour aller chercher ce wildcard spot personnellement. Si je dois donner un prono, clairement, je donne les. J'ai envie. Alors, le prono sage, ça serait les Giants. Mais moi, j'ai envie de croire aux Diamondbacks. Depuis le début de l'année, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de voir que cette équipe jeune soit capable d'aller en playoff et pourquoi pas de sortir des wildcards pour aller directement en demi-finale de National League. J'ai envie d'y croire et si je devais donner un prono, ouais, je verrais les Arizona Diamondbacks prendre la tête. Allez, l'émission va vite un peu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça fait du bien des fois d'avoir une petite émission un peu moins chargée et un peu plus condensée. On va partir sur la rubrique internationale, on va parler un peu de KBO. Euh, c'est simple, en KBO, j'ai envie de dire qu'il y a un clair top 6. Que la course au playoff, elle est déjà presque actée. Les Katie Wiz, comme vous les voyez, ils filent tout droit vers la première place. Ils sont en train doucement de rattraper vers la première place, que 5 games derrière. Pour une équipe qui était septième ou huitième il y a un mois, quoi. Ils sont vraiment en train de bien se reprendre. Et oui, je disais qu'en gros, cette course au playoff, elle est totalement actée pour une raison, c'est que les Giants se sont effondrés sur ces derniers jours. 3,5 games derrière les playoffs, et il y a clairement un gouffre qui se crée entre les 6 premières équipes et le bas de tableau. Mes Lions remontent, mais j'y crois absolument plus. J'y crois absolument plus. 7,5 games derrière. Voilà. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais voilà, ça sent la fin. Ça sent la fin doucement. Les playoffs commencent à se dessiner et
on se dirige doucement vers peut-être une finale LG Twins Katie Wiz que j'aimerais pouvoir regarder avec grand plaisir. Je sais pas si je pourrais vous la partager. J'aimerais bien. Mais ça, on verra. On va parler un peu plus de NPB, même si, bon, vous avez l'habitude, hein, depuis un mois, le classement change pas, hein. Les Hanshin Tigers dominent la Central Division, suivis par les Carp et les Bay Stars, de manière assez écartée. Derrière, bon bah, ça suit pas trop. Et dans la Pacific Division, les Buffaloes sont devant les Lotte Marines, suivis des Hawks. Ça change pas. Ça a toujours, c'est un peu ça depuis pratiquement un mois, depuis que l'émission a commencé. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de parler un peu de NPB et qu'on parle un peu des joueurs, hein, que je donne déjà un préavis sur les meilleurs joueurs de la saison, les meilleurs batteurs de la saison pour chaque ligue et pour chaque division plutôt, et les meilleurs lanceurs pour chaque division. Parce que bah, c'est toujours intéressant aussi, on découvre aussi des joueurs, ou aussi soit on découvre des joueurs, soit on les redécouvre parce qu'on a déjà entendu parler d'eux. C'est toujours bien parce que certains de ces joueurs, je pense, ou même je suis sûr, risquent de rejoindre la MLB d'ici peu. Et on sait, hein, le championnat japonais est le deuxième meilleur championnat du monde de très loin. Et c'est toujours intéressant de voir un peu les joueurs qui évoluent. Ah, on va passer au batteur. Le premier batteur pour la Pacific League. Joueur des SoftBank Hawks, des Fukuoka SoftBank Hawks, Kensuke Kondo, qu'on a vu, hein, on a pu voir pendant le classique, où il avait été excellent. Où il avait été excellent avec les samouraïs Japon, les Japon samouraïs. Là, cette année, super. 21 home run, 307 d'average, 539 de slugging. Pour un joueur de 30 ans, il arrive au prime de sa carrière. Est-ce qu'on le verra du côté de la MLB? Je pense que c'est un peu tard. En tout cas, je pense que c'est un peu tard. Mais voilà, un super joueur qu'il faut continuer à suivre. Toujours très solide. Et on le voit, hein, pour moi, en Pacific League, c'est lui le meilleur batteur, clairement. Mais si on devait donner un titre de meilleur batteur sur la saison, ce serait peut-être en Central League, en Ligue centrale, avec le joueur des Giants, Kazuma Okamoto. Les chiffres, je vais vous les dire, ils parlent d'eux-mêmes. 35 home runs, comparé aux 21 de Kondo. Certes, 298 d'average, 615 de slugging à seulement 27 ans. On est sur du très très gros batteur. On est sur du très très gros batteur. Pourquoi pas, il a que 27 ans, un move en MLB bientôt, à la fin de son contrat. Franchement, s'il continue sur ces bases-là, c'est très encourageant. Un très gros frappeur. Un gros trop gros frappeur, on voit, hein, son average est un peu plus bas. Même si 298 d'average, ça reste énorme, mais par contre, quand il frappe, c'est une bombe. Il balance des bombes, tout simplement. Donc ouais, un joueur à suivre, et pour moi, s'il continue sur ces bases-là, sans doute meilleur frappeur à la fin de la saison, peut-être MVP, on verra. Il y a quand même d'autres joueurs, vous allez voir, hein, qui sont notamment du côté des lanceurs qui peuvent prétendre à ce titre de MVP, vu leur niveau de jeu affiché. En parlant d'ailleurs des lanceurs, on va passer Pacific League. On le connaît, vous le connaissez, j'ai même plus besoin de le présenter, ça doit être la troisième ou quatrième fois qu'on parle de lui dans l'émission. Yoshinobu Yamamoto, le lanceur de 25 ans des Oryx Buffaloes. C'est simple, c'est 1,42 d'ERA, 12 victoires, 5 défaites, 128 strikeouts sur la saison. Que dire de plus? Que dire de plus? Que dire de plus? Il est extraordinaire. On annonce son départ pour la MLB l'année prochaine depuis un certain temps. Il fait partie de cette génération avec Roki Sasaki ou de lanceurs japonais hyper dominants et desquels on attend beaucoup. Bah moi aussi j'en attends beaucoup de lui. J'en attends beaucoup de lui et je suis vraiment pressé de le voir en MLB et là il continue de dominer. Et oui, pour moi s'il y en a un qui peut faire la guerre à Okamoto pour le titre de MVP, c'est lui. Il a déjà sans doute ouais on peut le dire, hein, il a déjà un peu sans doute gagné le Eijun Sawamura Award, l'équivalent du Cy Young, le titre de meilleur lanceur de la saison. Et voilà. L'autre lanceur en Central League que je devais donner, c'est Shoki Murakami. C'est un joueur, lanceur pour les Hanshin Tigers, donc les leaders de la Central Division. 9 victoires, 5 défaites, c'est solide. 1,79 d'ERA, c'est excellent. 125 strikeouts, excellent. À seulement 25 ans aussi, hein, comme Yamamoto. Lui, bah, j'en avais pas vraiment entendu parler avant l'émission, parce que bah, je connais pas tous les joueurs.
Mais franchement, à seulement 25 ans, c'est un joueur que je trouve à surveiller. À surveiller parce que très talentueux, même si en fait le problème c'est qu'il est dans l'ombre de Yamamoto, il est dans l'ombre de Sasaki, parce qu'en fait c'est de ces deux lanceurs qu'on parle en permanence, alors que lui en fait il est très solide. Pour moi, c'est un joueur qui peut arriver en MLB. Quand t'as 1,75, 1,79 d'IRA en NPB, s'il continue comme ça en fin de contrat, il peut devenir, pour moi, dans n'importe quelle équipe MLB, un lanceur de rotation. Un lanceur de rotation qui va te donner des bons innings à chaque fois, même de très bons innings vu son niveau, à seulement 25 ans, hein, je le répète, hein, je me répète peut-être, mais à seulement 25 ans, bah t'as un potentiel excellent lanceur qui peut te tenir une équipe MLB, qui peut même devenir un ace à long terme. Voilà, si je devais donner un, un vainqueur pour le Eijun Sawamura à la fin de la saison, bon, forcément ça serait Yamamoto, hein, les stats sont meilleurs, elle parle d'elle-même. Même si, voilà, Murakami lui tire un peu la bourre là-dessus, et je trouve ça extrêmement encourageant, et c'est un joueur que j'ai vraiment envie de suivre. Allez, on va finir un peu cette émission tranquillement. Petit débat, donc on va poser. Il n'y a pas eu de commentaires pour la question de la semaine dernière. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir les avis des gens là-dessus, et quand on a fait l'émission avec Luc, que je remercie encore, hein, pour sa présence la semaine dernière. Euh, Gros big up à lui, et bonne chance pour lui tout à l'heure, pour son match pour son match, tous ses matchs du week-end face au Boucanier de La Rochelle. Petit débat, on va poser une question qui est intéressante. On sait que l'accès des joueurs étrangers, notamment des joueurs non américains, à la MLB est assez compliqué, avec certaines clauses, etc. Si on passe pas par la draft et qu'on n'est pas passé par des universités ou des lycées américains, c'est très compliqué. Et moi je pose, hein, on sait que la NBA l'a déjà fait, mais est-ce qu'il serait positif ou négatif pour la MLB de faciliter un peu plus encore l'accès aux joueurs non américains, à la MLB, pour augmenter le niveau de compétition? On sait que la NBA l'a fait, et que les joueurs internationaux sont en train de prendre une très grande proportion, une très grande portion des joueurs NBA au basket. Est-ce que ça pourrait être bien de faire ça aussi? On sait que certains des meilleurs joueurs du monde se trouvent au Japon, en Corée, à Taïwan, en Chine, et qui se trouvent en Amérique latine, Mexique, Venezuela, République dominicaine, etc. Est-ce que ce serait pas encore mieux? On sait que la République dominicaine, c'est déjà un peu le cas. Les gros joueurs dominicains sont pris très jeunes, et sont ramenés en MLB. Mais pour le Mexique, enfin, ils sont ramenés, voilà, des fois à 16 ans, 17 ans dans les farm systems américains. Les équipes MLB, ils percent. On a vu, hein, Juan Soto, Tatis, Junior, Guerrero, etc., etc. Mais voilà, pour les Vénézuéliens, pour les Mexicains, etc., c'est pas aussi développé, même les Cubains. Mais dans l'ensemble, pourquoi pas même les Européens? Ramener, faciliter l'accès aux Européens, à la MLB, même si, bon, on va pas se cacher, on n'est pas les meilleurs, loin de là. Mais voilà, je vous pose cette question. Vraiment, n'hésitez pas à faire des commentaires. Ça fait vivre un peu aussi le débat. Ça donne aussi des avis des avis un peu aussi, différents des miens, parce que bon, je vous donne mon avis certes à chaque fois, mais j'aimerais bien avoir le vôtre, tout simplement. Que vous puissiez avoir même, vous puissiez vous faire votre propre réflexion. N'hésitez pas à donner des commentaires, c'est très important pour la chaîne. Euh, on essaye de se développer, on essaye de continuer à se développer. Je l'expliquerai dans une vidéo sans doute, entre guillemets, annonce, où j'expliquerai un peu la suite de la chaîne, l'ampleur qu'on essaie de donner à ce projet, les objectifs annoncés, pour la chaîne et pour l'émission. Mais voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, un bon match de D1 si vous les suivez. Euh, N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube d'Alucorn pour avoir la suite des émissions RBI, et même les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous verrez, il y a peut-être quelques vidéos sympas qui devraient tomber sur la chaîne ce mois de septembre. N'hésitez pas à suivre aussi Alucord7 sur Twitch pour suivre des fois les petits lives, etc. Et le retour quand il se fera des RBI en live. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, parce que c'est toujours bien pour le référencement. À partager, si vous appréciez, aux gens qui connaissent le baseball, ou même à vos amis, collègues, etc., qui pourraient être intéressés par ce genre de vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine.